Donc aujourd'hui, donc dépistage et pathogénie du cancer colique. Quelques mots d'épidémiologie, c'est un vrai problème de santé publique, le cancer du côlon. Le public connaît bien le problème du cancer du sein, connaît moins bien et c'est plus difficile à faire passer comme message que le cancer du côlon est le deuxième cancer. C'est près de 40 000 nouveaux cas par an en France. C'est le deuxième cancer du sein chez la femme, pardon, après le cancer du sein, et c'est le troisième cancer chez l'homme. C'est un cancer qui évolue pour certains de manière assez rapide, avec 7 000, 16 000 décès par an. Et en gros, je vous ai mis ici des chiffres qui marquent. Ça fait à peu près deux décès par heure et ça représente 4 fois la mortalité routière. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'important et dont la population ne prend pas en compte l'importance de cette problématique. Euh, on a une augmentation de l'incidence du cancer du côlon qui commence à se stabiliser, mais on a une augmentation en particulier des cancers qui se développent à partir du cancer à partir du côlon droit. Et on a fait quand même d'importants progrès en termes de thérapeutique, en particulier dans les chimiothérapies, même à des stades métastatiques avancés, expliquant en fait que quand même un assez grand nombre de patients vivent avec un antécédent de cancer du côlon. On estime en France que près de 200 000 patients ont eu et vivent avec un antécédent de cancer du côlon. Alors en fait, ce problème de santé publique étant posé, on a les autorités de santé publique ont mis en place depuis une dizaine d'années un test de dépistage dont on parlera à la fin. Alors les facteurs qui prédisposent à ce cancer sont mal connus. Néanmoins, on sait qu'il existe des différents facteurs qui prédisposent à la survenue de cette tumeur, à savoir des facteurs alimentaires. Les pays occidentaux sont particulièrement touchés en raison donc d'une alimentation riche en graisse et pauvre en fibres. Alors qu'en Afrique, où il y a peu de graisse, de consommation de graisse et une alimentation riche en fibres, il existe une faible incidence du cancer colique, hein. Et au Japon, en particulier, ce qui est intéressant, c'est que les Japonais qui ont modifié leur comportement alimentaire ces dernières décennies, eux, ils avaient initialement une incidence du cancer colique bas et qui a augmenté en raison de la modification de leur comportement alimentaire. Donc il y a une répartition inégale du cancer du côlon. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ces cancers du côlon surviennent à partir de lésions dites précancéreuses, hein. Quelle est la définition d'une lésion précancéreuse? C'est une anomalie histopathologique qui, si elle perdure suffisamment longtemps, peut aboutir à un cancer. On avait vu l'exemple des gastrites chroniques induites par l'Helicobacter pylori. Eh bien, au niveau du côlon, on va voir qu'en fait, qu'il s'agit de lésions que l'on appelle des polypes, dont certains répondent à des adénomes, qui prédisposent à ce cancer colique. Et une autre prédisposition, ce sont des maladies inflammatoires chroniques intestinales dont vous n'avez peut-être pas encore entendu parler, comme la rectocolite ulcéro-hémorragique ou la maladie de Crohn, qui peuvent prédisposer à la survenue de ces cancers digestifs. Alors, le cancer, je vous rappelle quelle est la définition. C'est un processus cellulaire constitué par une prolifération de cellules possédant des anomalies fonctionnelles et morphologiques, hein. Ça, c'est la définition donc, du cancer. Et l'évolution du cancer fait que ce dernier va envahir de proche en proche les tissus. C'est la phase locale avant d'être à l'origine d'une extension loco-régionale, puis à distance sous forme de métastase, c'est la phase générale. Quels sont les signes cliniques qui amènent à la découverte d'un cancer du côlon? Eh bien, ce sont des rectorragies, ce sont des troubles du transit avec une constipation qui apparaît progressivement et où c'est l'apparition d'une altération de l'état général qui traduit souvent l'existence d'une dissémination à distance du cancer, en particulier sous la forme de métastases hépatiques, comme on va le voir.
Comment s'effectue donc le diagnostic lorsque vous avez une suspicion de cancer du côlon? Eh bien, maintenant c'est la coloscopie, c'est-à-dire que c'est un endoscope que l'on fait pénétrer par l'anus et qui va explorer l'ensemble des cadres coliques comme il vous est illustré ici. Euh, et donc, ce coloscope va analyser, va remonter jusqu'au sécom et la dernière errance iléale pour qu'une coloscopie soit considérée comme étant complète, hein, il faut que le gastroentérologue puisse visualiser la dernière anse idéale. Et à partir du moment où il a pu visualiser cette dernière anse idéale, il va retirer doucement le coloscope et il va analyser l'ensemble de la surface du côlon, du sécom, du côlon droit, du côlon transverse, du côlon gauche et du rectum. Et c'est comme ça que s'effectue l'analyse de l'ensemble du cadre colique. Alors le but de comprendre un peu la pathogénie du cancer colique, c'est que la plupart des cancers du côlon se développent à partir de lésions dites précancéreuses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui répondent à des adénomes. L'adénome, la définition de l'adénome, c'est une tumeur bénigne glandulaire constituée par une prolifération d'un épithélium glandulaire dans une muqueuse ou une glande exocrine ou endocrine. Comme vous le savez, la muqueuse colique est composée de structures glandulaires. Et ben c'est à partir de ces glandes que va se produire une prolifération anormale de glandes qui va avoir dans un premier temps un comportement bénin, donc simplement une prolifération qui va rester localisée à la muqueuse et que l'on appelle donc des adénomes. Euh, l'évolution en fait de ces adénomes, c'est à partir de ces derniers, c'est l'évolution vers une forme maligne que l'on appelle adénocarcinome. Donc il faut savoir jongler avec ces mots, adénome, adénocarcinome. C'est quelque chose que vous verrez tout au long de vos études et au-delà. Il faut savoir interpréter un compte-rendu d'anatomopathologie et ne pas confondre à quoi correspond le terme adénome et adénocarcinome. Adénocarcinome, c'est une tumeur maligne dont la structure tente de reproduire l'épithélium glandulaire à partir duquel elle naît, et donc dans le cas qui nous intéresse, à partir d'une muqueuse glandulaire. Mais c'est à peu près la même chose. Par exemple, si vous prenez le cancer du pancréas, il y a une parenchyme exocrine, une composante exocrine dans le parenchyme pancréatique à partir duquel va naître un adénocarcinome pancréatique. Donc que ce soit une muqueuse glandulaire ou un organe endocrine ou exocrine, vous pouvez avoir le développement d'un adénocarcinome. Alors cet adénocarcinome, il est typique et on dit, en règle générale, lorsqu'on fait un diagnostic de tumeur maligne en pathologie, on va vous associer à un terme, après le terme d'adénocarcinome, pour dire s'il est bien différencié ou peu différencié. À quoi ça correspond, bien différencié? Eh bien, bien différencié, ça veut dire qu'on n'a pas de difficulté à observer sur le plan histopathologique la présence de glandes qui sont faciles à voir, alors que lorsqu'il est peu différencié, en règle générale, l'aspect est sous forme de cellules indépendantes, sans structure glandulaire. Et en règle générale, un adénocarcinome peu différencié est plus agressif qu'un adénocarcinome bien différencié. Donc c'est pour donner une valeur pronostique à cette prolifération tumorale maligne. Un petit rappel d'histopathologie, mais vous savez parfaitement à quoi correspond sur le plan histopathologique la muqueuse colique. Comme tous les segments digestifs, eh bien, vous avez plusieurs couches dans cette paroi. Vous avez ce qu'on appelle la muqueuse qui correspond ici. Donc là, vous avez la lumière colique en haut. Après, vous avez la muqueuse. La muqueuse, elle est composée des glandes dont je vous parlais tout à l'heure et d'une musculaire muqueuse. Tout ceci correspond à la muqueuse. Ici, c'est une vision à fort grandissement de cette muqueuse colique, où vous avez ici ces structures glandulaires qui peuvent être coupées soit longitudinalement, soit transversalement. C'est la coupe histologique qui va définir un petit peu, selon l'inclusion du prélèvement, savoir si elles sont longitudinales ou transversales. Et elles sont composées de cellules caliciformes. Les noyaux sont distribués dans la portion basale de la glande. Et les glandes sont indépendantes les unes des autres, séparées par ce qu'on appelle un tissu conjonctif large, que l'on appelle le chorion. Donc ça, c'est l'aspect typique d'une muqueuse colique normale. Et vous, en règle générale, vous retenez souvent très bien le terme de champ de marguerite.
qui traduit un peu l'aspect morphologique et qui traduit en fait que ces glandes sont composées de cellules caliciformes. Donc ça, c'est la muqueuse. En dessous, vous avez la sous-muqueuse, qui est un tissu conjonctif lâche, et en dessous, vous avez la musculeuse. Et après, vous avez la sous-séreuse et la séreuse, le péritoine. Donc c'est important de connaître ces couches pariétales parce que en fait, la tumeur, l'adénocarcinome ou l'adénome va se développer à partir d'un tissu épithélial, c'est-à-dire à partir de la muqueuse, puisque ces glandes, elles sont composées de cellules épithéliales. Et c'est ces cellules épithéliales qui vont dégénérer, qui vont être à l'origine d'abord d'un adénome et d'un adénocarcinome. Vous voyez ici la différence qu'il y a entre une muqueuse glandulaire normale et ici un adénocarcinome. La particularité que vous voyez ici, c'est d'abord que c'est beaucoup plus bleu, c'est-à-dire qu'en fait le nombre de noyaux est considérablement augmenté par rapport à la surface. Et surtout, vous avez aussi une diminution de ce qu'on appelle la mucosécrétion. Les cellules caliciformes qui produisent du mucus, vous voyez ici qu'il n'y a pratiquement plus de mucus. Donc, et puis par contre, vous voyez que ces cellules tumorales malignes ont tendance encore à former des glandes. Alors certes, elles sont moins régulières que la muqueuse colique normale, mais vous voyez qu'elles sont très irrégulières, mais vous avez des lumières glandulaires. Donc c'est pas difficile quand vous avez ça, simplement sur une coloration standard, de formuler le diagnostic d'adénocarcinome. Donc ça, c'est important à connaître parce que sans connaissance de l'anatomie d'une paroi colique, vous aurez du mal à comprendre les mécanismes de carcinogénèse et surtout l'appréciation du degré d'infiltration en profondeur du cancer. Alors quel est l'aspect morphologique que prend un cancer du côlon? Je vous ai dit que donc le cancer naît à partir de la muqueuse et donc ça va dans un premier temps constituer, en fait ici vous avez une photo macroscopique d'un cancer du côlon, vous avez la muqueuse colique normale ici et vous voyez ici au centre une volumineuse tumeur qui est plutôt bourgeonnante, c'est-à-dire elle bourgeonne à l'intérieur de la lumière colique et comme vous pouvez facilement l'imaginer, c'est ce type de tumeur qui va être à l'origine d'une constipation progressive opiniâtre et d'une rectorragie. Cette tumeur va saigner, elle va être à l'origine d'une rectorragie et s'accompagner d'une constipation. Ce sont les signes cliniques les plus fréquents, surtout lorsque la tumeur est située au niveau du côlon gauche et du rectum. Alors ça c'est l'aspect macroscopique et comme je vous l'ai dit, il est important de connaître la composition de la paroi colique parce qu'en fait on va évaluer le degré d'extension de cette tumeur au niveau de la paroi et vous avez des classifications que l'on appelle TNM pour évaluer le degré d'extension d'une tumeur pour T, N c'est pour lymph node, c'est pour l'existence ou non de métastases ganglionnaires et le M c'est les métastases à distance. Et donc, lorsque le chirurgien enlève un cancer du côlon, il va faire l'objet d'une analyse histopathologique pour apprécier le degré d'infiltration en hauteur de la tumeur au niveau de la paroi colique et également de rechercher les ganglions qui sont présents dans la graisse autour du côlon pour savoir s'il existe une extension métastatique ganglionnaire. Donc les tumeurs les moins agressives c'est T1, les tumeurs les plus agressives c'est T4. T1 ce sont des tumeurs qui sont localisées à la muqueuse et à la sous-muqueuse. T2 ce sont des tumeurs qui vont atteindre la musculeuse. T3 c'est une tumeur qui va atteindre la sous-séreuse, c'est-à-dire un tissu adipeux qui est situé immédiatement en regard de la musculeuse. Et T4 c'est une tumeur qui va aller au-delà de la séreuse, au-delà du péritoine, va perforer le péritoine et les T4 vont être à l'origine de ce qu'on appelle une carcinose péritonéale, c'est-à-dire une dissémination à l'intérieur du péritoine à l'origine d'acide et d'une extension à distance. Donc c'est important de comprendre la physiopathogénie, ça naît de la surface et ça va progressivement envahir de la surface vers la profondeur l'ensemble des couches de la paroi colique. Et donc vous avez en fait pour chacun des organes, vous avez des classifications qu'on appelle des classifications TNM qui permettent en fait d'apprécier le degré d'extension loco-régionale et à distance de ces tumeurs. Alors pourquoi c'est important? Puisque c'est tout à fait logique, c'est plus une tumeur se développe et envahit de proche en proche les tissus locaux, de manière loco-régionale ou à distance, plus le pronostic sera mauvais. Si vous prenez ici des tumeurs qui sont dits T3, T1 ou T2 ou T3, le pronostic est relativement bon puisque vous avez plus de 90 ou 60 à 90% de patients qui sont survivants à 5 ans. N0, ça veut dire qu'il n'existe pas de métastase ganglionnaire. M0, pas de métastase hépatique en particulier ou à distance.
En revanche, dès que vous avez un statut ganglionnaire qui est positif, c'est-à-dire N1, c'est-à-dire qu'il y a au moins un ganglion qui est positif, bah, vous voyez que le pronostic à 5 ans chute à 25-65%. Et évidemment, il chute encore plus lorsque vous avez des métastases, en particulier hépatiques, M1, avec moins de 10% de patients survivants à 5 ans. Donc c'est toute cette procédure de classification en fonction du degré d'extension loco-régional et à distance qui va permettre d'apprécier le pronostic d'un patient et qui va surtout également permettre de discuter quelle thérapeutique mettre en fonction du stade d'extension tumorale. Lorsque vous avez des métastases hépatiques, eh bien, vous allez avoir en premier lieu une chimiothérapie et en revanche, la chimiothérapie ne sera pas appliquée lorsque vous avez un cancer du côlon qui est T1 ou T2 N0. C'est parce qu'on considère que le risque de récidive n'est pas suffisamment élevé pour bénéficier d'une chimiothérapie en post-opératoire. Alors, on revient maintenant, après ces données importantes d'appréciation du degré d'extension des lésions, à nos lésions qui sont dites précancéreuses et qui correspondent à des adénomes. Comme je vous le disais, donc la plupart des cancers du côlon, 60 à 80% de ces derniers, naissent à partir de cette lésion qui est considérée comme une lésion bénigne, mais une lésion qui est précancéreuse, à partir donc de ces adénomes. Et il a bien été montré que si on prend une population donnée et que l'on fait des coloscopies et qu'on enlève toutes ces lésions par voie endoscopique, si on enlève ces adénomes par coloscopie, eh bien on réduit l'incidence et la mortalité du cancer du côlon. Donc toutes ces données sont à la base en fait du dépistage du cancer du côlon, c'est de dépister ce cancer en enlevant ces lésions prétumorales que l'on appelle des adénomes. Donc ces adénomes sont fréquents, en particulier à partir de 60 ans. Donc on estime qu'il y a à peu près un sujet sur 3 de plus de 65 ans qui présente au moins un adénome. Et le risque en fait est de développement d'un adénocarcinome sur un adénome est particulièrement élevé lorsque cet adénome, lorsque la taille de cet adénome dépasse 1 cm. Et donc ces adénomes présentent de manière constante des lésions que l'on appelle des lésions dysplasiques. Et la définition d'une lésion dysplasique, c'est une lésion acquise due à une anomalie de la maturation d'un tissu à renouvellement rapide. La muqueuse côlique est un tissu à renouvellement rapide. Comme la peau, les glandes se renouvellent.